collègue. Paul Christophe. Oui, merci Président. Monsieur le rapporteur Florquin, j'ai saisi une petite ambiguïté quand même dans votre propos parce que vous me dites à la fois que vous avez un doute sur le bienfait de l'expérimentation et en même temps vous nous invitez à élargir le champ des bénéficiaires potentiels. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un travail bilatéral qui est fait avec les candidats potentiels depuis très longtemps. À l'origine, l'initiative visait 10 départements seulement. Ça a été étendu ensuite à 20. Et aujourd'hui, ce que nous proposons en mesurant l'aide dans le PLFSS, c'est de l'étendre à 23 candidats. C'est pour ça que vous avez pu vérifier qu'effectivement, là où on attendait une délibération avant le 30 avril, on va pouvoir l'accompagner jusqu'au 30 octobre. Donc, c'est l'idée de faire fusionner ces deux politiques tarifaires au niveau du sanitaire et du médico-social pour permettre des gains. C'est-à-dire qu'on va optimiser, on fera converger donc vers le haut, donc à minima au troisième quartile la distribution actuelle du point GIR, ce qui se traduit, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, par un gain de 200 millions d'euros, enfin une dépense supplémentaire, je devrais plutôt dire de 200 millions d'euros, à destination des EHPAD. Alors quand je dis ça, on n'aura pas tout résolu. Vous savez que la question des EHPAD est bien plus complexe que cela. En tout cas, vous m'interrogez sur ma volonté de les accompagner, c'est une réalité. Le dernier rapport du Sénat d'ailleurs était très éclairant sur leurs difficultés, mais il ne faisait que confirmer ce que l'on avait déjà vu ici dans cette belle assemblée. En soi, sur la sous-occupation, les difficultés de recrutement, etc. Donc, ce que je peux ajouter, c'est qu'on va certainement essayer d'accompagner les EHPAD également dans leur restructuration. Je le disais dans mon propos, je voudrais qu'on sorte de l'approche un peu verticale, un peu en tuyau du bien vieillir pour passer au bien vivre. En gros, comment on accompagne les EHPAD demain pour se transformer et répondre finalement aux besoins identifiés sur les territoires. Donc, c'est-à-dire, on arrête de l'approche simplement liée au vieillissement, mais on regarde également quels sont les besoins, que ce soit en crèche, chers collègues co-rapporteurs, que ce soit évidemment en habitat à destination des personnes âgées vieillissantes, que ce soit à destination, même pourquoi pas une résidence France Service. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'expérimentation aujourd'hui sur les départements. Il faut capitaliser sur cela, ce qui permettra d'asseoir à la fois peut-être une meilleure rentabilité, même si on a beaucoup ce mot, en tout cas une meilleure soutenabilité financière du fonctionnement des EHPAD, mais également donc une meilleure approche de réponse à l'offre sur les territoires. Et j'y vois également, moi, une capacité finalement à rendre plus attractifs les métiers. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites à un jeune qui va faire du soin à domicile et tout ça toute sa vie, je ne suis pas sûr qu'on soit très vendeur et je ne pense pas que ça corresponde à ses aspirations, alors que s'il peut demain, passer du soin à domicile à l'EHPAD, aux personnes en situation de handicap, voire une crèche, etc. Je pense qu'on donne une visibilité plus attractive, en tout cas, pour le salarié éventuel. Donc, ça reste un travail que je vais engager donc, avec les EHPAD. J'ai cette volonté, en tout cas, de à la fois conforter le système, mais également permettre de diversifier l'offre. Alors, monsieur le rapporteur Boyard, évidemment... puisque je vais vous me poser une question sur qui je serai, je me contenterai d'être Paul Christophe, ce sera déjà pas mal. Mais en tout cas, j'ai bien compris que vous aviez un prisme assez évident sur les crèches. Doivent-elles être privées ou publiques? Ce n'est pas la peine que je vous réponde puisque vous avez fait votre choix. Ce que j'observe, moi, c'est notre défaillance en matière de contrôle, en tout cas. Et je crois beaucoup au service public de la petite enfance, qui va là aussi nous rapprocher des collectivités territoriales pour apprécier finalement le besoin, et je le lis dans mon propos aussi, pour déterminer de la qualité. Et je pense que c'est là où on a été, à mon sens, défaillant, et c'était à peu près la même chose pour les EHPAD au regard du scandale Orpea. Le contrôle ne reposait pas sur des grilles d'évaluation sincères. Sinon, on aurait pu voir qu'à partir d'un certain volume de dépenses, il y a un sujet. Et il ne faut pas avoir d'hypocrisie. Quand on voit un organisme public fonctionner avec un coût de l'ordre de 10 000 euros au berceau, s'il y en a qui opposent 3 000, c'est qu'il y a un sujet. Et je pense que là, on se retrouvera forcément sur la même ligne pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose à améliorer. Et je crois beaucoup à la déclinaison de ce service politique de la petite enfance, cette responsabilité conjointe qui nous incombe et notre capacité à faire évoluer les dispositifs et répondre aux attentes. Et enfin, je le rappelle, à notre attention particulière sur la transformation du complément de garde. Vous dites qu'effectivement, il n'y a pas de mesure particulière dans le texte. Évidemment, c'est plutôt des mesures en chiffres qu'en lettres, puisque nous avons 200 millions d'euros qui sont consacrés, 200 millions d'euros supplémentaires qui sont consacrés à la réforme du libre de choix du mode de garde, une transposition de ce qui avait été annoncé précédemment. Merci. Vous avez fini, Paul Christophe? Non. Non, alors terminez, parce que... Oui, alors sur la certification, non-certification, j'ai envie de dire, vous nous invitez effectivement à progresser. Je pense que c'est un credo que l'on doit avoir sur cette année. En tout cas, moi, je m'y attache en tant qu'ancien du Trésor public. J'ai une certaine lecture de la rigueur comptable. Je pense que la branche famille a été non certifiée car il y avait une persistance d'indus, donc ce qui rejoint finalement votre dernière question. Alors,
Sur la question d'Indu, moi je vous renvoie quand même à une mesure qui figure dans le PLFSS qui devrait vous satisfaire sur la question de la subsidiarité à la source. Donc en gros le pré-remplissage des formulaires. Vous savez que l'expérimentation a été portée sur 4 départements et non seulement je pense on remplit l'objectif qui est le nôtre de permettre à un plus grand nombre d'accéder aux droits, puisque c'est un constat que l'on a pu faire au travers de cette expérimentation. Donc l'accès aux droits, mais au juste droit. On s'est rendu compte aussi qu'on effaçait un grand nombre d'indus dans des proportions très conséquentes. On a des plaines, on estime ça de l'ordre de 1 milliard quand même, hein, donc c'est pas neutre, parce que finalement la lisibilité des formulaires est très complexe. Moi je pense que c'est souvent à juste titre que les gens se trompent, il n'y a pas d'intention malhonnête. Et puis sur les caractères des indus, vous savez qu'il y a des choses très difficiles à aller chercher, notamment sur le travail dissimulé, et là je pense qu'on aura besoin des efforts de tous.